Bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens exclusifs de l'agence de presse sénégalaise, la vitrine du Sénégal. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Bonsoir à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse sénégalaise. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le prétexte de cet entretien, dans le cadre de son prochain numéro, le magazine de l'agence de presse sénégalaise, Vitrine, se propose de revenir largement sur ce secteur aussi stratégique, l'agriculture. Un choix qui n'est pas fortuit, vu un peu l'importance de ce secteur pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, mais aussi des autres objectifs de développement. Monsieur le ministre, vous avez été porté à la tête de ce département précisément le 5 avril 2024. Quel bilan faites-vous de l'an 1 de votre, au niveau de ce département dont vous avez aujourd'hui la charge de diriger depuis une année? D'abord, merci monsieur et merci à toutes vos équipes. Je profiterai d'abord de l'occasion pour remercier son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, pour avoir porté le choix de ma modeste personne pour diriger ce département aussi important et aussi stratégique pour notre pays. 12 mois, qu'est-ce qu'on a réalisé? Si vous vous souvenez, notre premier objectif, c'était d'abord de réussir la Tabaski 2024. Et à l'unanimité, tous les acteurs, tous les Sénégalais ont reconnu que le marché non seulement a été ravitaillé en quantité et en qualité, mais aussi les prix étaient relativement abordables pour toutes les bourses. Après, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre nous ont accompagnés avec un budget record de 120 milliards de francs CFA. Avec ce budget record, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait preuve d'une solidarité gouvernementale que tous les Sénégalais ont appréciée, ensemble avec les forces de défense et de sécurité, ensemble avec l'administration territoriale, ensemble avec les organisations des producteurs, ensemble avec le CNCR, ensemble avec, avec toutes les directions du ministère. Nous avons distribué les semences et les intrants à temps et dans toutes les 525 communes rurales du pays. Maintenant, qu'est-ce que j'y apprends? J'ai appris à travers ce process que les Sénégalais ont envie de réussir ce pari et ce défi de la souveraineté alimentaire. J'ai appris que les Sénégalais savent cultiver. J'ai appris que peut-être dans certains endroits, dans certains secteurs, on n'a pas eu à faire les investissements qu'on devrait faire pour espérer libérer le pays des importations. Je m'explique. Pour cultiver, il faut d'abord des périmètres agricoles, des surfaces agricoles en bonne santé. Pour cultiver, il faut une maîtrise parfaite de l'eau. Pour cultiver, il faut des agriculteurs bien formés. Pour cultiver, il faut avoir des stratégies agricoles, une planification agricole, la gestion du calendrier agricole qui tient compte aussi des changements climatiques. On a vu ce qui s'est passé avec les inondations. Pour cultiver, il faut impérativement des semences certifiées de très bonne qualité. Si vous voyez dans certains endroits du pays, par exemple à Kaolack, on a vu que la floraison de l'arachide était relativement au rendez-vous, mais dans certaines localités, le rendement n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui l'explique? Peut-être le stress hydrique, l'impact des changements climatiques, peut-être des semences qui ne sont pas de très bonne qualité, parce que pendant une vingtaine d'années, les gens ont autorisé ce qu'ils appelaient les semences écrémées. Donc le défi que nous avons rencontré ces 12 derniers mois, il faut reconstituer le capital semencier, il faut assister les paysans avec des infrastructures, avec des investissements stratégiques pour qu'ils puissent cultiver 12 mois sur 12. Il faut diversifier le portefeuille de spéculation. On ne peut pas et nous ne devons pas seulement compter sur l'arachide et de l'île, parce que ce que j'ai appris aussi, pour les Sénégalais,
Atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est atteindre l'autosuffisance en riz ou en arachide. Loin de là. Il y a 20 spéculations sur la table de la ménagère. Il y a l'oignon, il y a les pommes de terre, il y a les carottes, il y a les choux, il y a les niébé, il y a le niébé fourragère, il y a les cultures fourragères, il y a le maïs, il y a le riz, etc., etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, renforcer la productivité de l'agriculture paysanne, de l'agriculture familiale, il faut innover. Raison pour laquelle nous allons doter de l'ISRA des moyens extrêmement importants, encore renforcer les moyens de ANCAR. Nous allons aussi, à travers les 525 coopératives agricoles communautaires, communes du moins, nous allons construire des coopératives agricoles communautaires pour accompagner les jeunes, les femmes, le monde rural et les permettre de cultiver 12 mois sur 12 à travers les Agri-Innovation Hub que nous allons faire sur ISRA. Nous allons reconstruire le capital semencier. Nous nous sommes lancés le défi de reconstruire le capital semencier dans les 36 prochains mois. C'est exactement ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale. Quel bilan pour 2024 encore? Vous avez vu que pendant 12 ans, les usines de la Sonacos étaient relativement fermées. On a réouvert, toutes les usines sont réouvertes. On a fermé les exportations. Et ça, ce qui m'a le plus réjoui, ça a été fait d'une manière très concertée. Tous les acteurs de la filière, y compris les exportateurs, se sont réunis et nous avons protégé ces centaines de milliers d'emplois. L'arachide Nianing est revenu sur les étagères. Vous avez vu aussi la production record d'oignons, de pommes de terre et d'oignons. En oignons, nous avons la production record de 450 000 tonnes. En pommes de terre, nous avons floré les 250 000 tonnes. Pour vous montrer l'importance de ce succès-là, le Sénégal consomme entre 11 000 et 12 000 tonnes d'oignons par mois, de pommes de terre par mois du moins. Si vous faites la moyenne annuelle, ça tourne aux environs de 130 000 tonnes, disons 150 000 tonnes. Donc en produisant 250 000 tonnes, c'est quasiment 1 an, 8 mois de production qu'on a assuré. Maintenant, cette production record vient aussi avec des problèmes. Pendant 20 ans, notre pays n'a pas investi dans des infrastructures de stockage. Maintenant, ça nous rattrape. Pendant 20 ans, on n'a pas fait de la planification agricole. Aujourd'hui, je compatis sur des prix relativement basses que les marchés sont en train de subir. Et pour corriger ça, qu'est-ce que je vais, en collaboration avec mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce, nous allons organiser une journée de l'horticulture où nous allons discuter avec tous les acteurs pour faire de la réelle planification agricole. Qu'est-ce que j'entends par planification agricole? Aujourd'hui, si nous ne savons pas les besoins du pays pour sa spéculation, si nous ne savons pas les capacités de stockage du pays, si nous ne savons pas les réelles opportunités d'exportation, ces trois données-là, ensemble, la production nationale ne doit pas dépasser ça. Si la production nationale dépasse ça, quelque part, il y aura des pertes post-récolte. Et malheureusement, c'est partout en Afrique. L'Afrique perd 20 à 30% de sa récolte à cause des pertes post-récolte. Donc vous avez vu que c'est un ensemble de problèmes que l'on doit résoudre. Maintenant, le président, en 2024, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre nous ont accompagnés pour un budget record de 120 milliards. Aujourd'hui, en 2025, on a un budget de 130 milliards. Peut-être nous envisageons de prendre ces 10-15 milliards-là et renforcer non seulement la reconstruction du capital semencier, renforcer l'encadrement paysan, refaire la santé des sols. J'ai déjà commandité une étude avec l'Institut national de pédologie qui m'ont fait la cartographie des sols et ils m'ont dit que dans tel sol, dans tel endroit, dans telle zone agroécologique, il faudra faire du cholage ou du phosphatage, dépendant de l'étude des sols, pour vous dire que notre gouvernement, sous le leadership de son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, nous savons exactement ce que nous devons faire. Maintenant, ce que je rappelle aux Sénégalais, et ça c'est un appel que je lance à l'ensemble de nos compatriotes sénégalais, pour construire et reconstruire l'agriculture et l'élevage de ce pays-là, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. On ne peut pas cultiver sans semences certifiées, on ne peut pas cultiver sans
de périmètre agricole en bonne santé, nous ne pouvons pas aussi, il faudra aussi tenir compte des changements climatiques. Donc nous avons besoin d'une agriculture intelligente, à l'ère du temps, qui intègre toutes les innovations, y compris même l'intelligence artificielle. C'est là exactement où nous voulons en venir. Donc, pour résumer, pour revenir sur votre question, production record d'oignons, production record de pommes de terre, la production d'arachide a connu quelques petits problèmes, et ça, il y a le changement climatique, il y a le fait qu'on a sous-investi pendant une vingtaine d'années sur les semences certifiées, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Une autre nouveauté, j'ai recensé tous les diplômés de l'agriculture et de l'élevage qui dépendaient du ministère. D'ailleurs, je compte l'extendre parce qu'il y a certaines écoles de formation qui dépendent du ministère de la formation professionnelle. Je veux avoir une base de données qui va regrouper tous les diplômés de l'agriculture et de l'élevage. Si nous voulons créer des emplois dans l'agriculture et dans l'élevage, c'est là où il faudra commencer. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Si nous voulons résorber les chômages très très rapidement, créer de la valeur ajoutée, nourrir les Sénégalais, par les Sénégalais et saisir les opportunités d'exportation, c'est exactement, moi je crois, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais je demeure absolument convaincu qu'il faudrait passer impérativement par l'agriculture et l'élevage, y compris les chaînes de valeur et les filières de l'agriculture et de l'élevage. Monsieur le ministre, de manière concrète, on sait que le Sénégal est confronté depuis un moment à un déficit criard de semences certifiées. Concrètement, quelle politique l'État va mettre en place justement pour faire face à cela? Et par rapport, on sait que l'armée a été impliquée dans la distribution des semences et des engrais. Est-ce que l'armée sera impliquée davantage dans cette politique que vous allez mettre en place? Merci madame. L'armée sera toujours impliquée. Au passage, je remercie le général Birame Diop, ministre des Forces armées, et aussi le général Tine, ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas seulement l'armée, il y a aussi l'administration locale. L'armée a un concept que l'on appelle armée-nation. Certes, l'idéal serait de ne pas impliquer l'armée. Mais dans la politique de son Excellence président de la République et du Premier ministre, dans cette politique de Djoub Djoubanti, nous, à travers la solidarité gouvernementale, nous comptons utiliser non pas seulement l'armée et la police, toute autre couche de la population qui pourrait nous aider, y compris les informaticiens, parce qu'on est en train de digitaliser, pour faire de telle sorte que les paysans, les ayants droit, les cibles préférées, les cibles qui doivent recevoir les semences, les reçoivent, et toujours dans cette politique, dans cette logique de Djoub Djoubanti. Nous ne pouvons plus concevoir, nous ne devons plus accepter que des hommes d'affaires véreux détournent l'argent du contribuable parce que c'est des opérateurs. Nous ne disons pas que tous les opérateurs sont des malfaiteurs. Il y a des opérateurs professionnels. Cette année-ci, madame, si vous me permettez, j'ai introduit 14 critères pour professionnaliser le métier d'opérateur. Maintenant, concernant votre question sur la reconstitution du capital semencier, vous savez, pour faire des semences, il y a un process qui est incompressible. Il faut faire des bases, des pré-bases, des R1 et des R2. Et chaque étape requiert d'abord, c'est comme si vous cultivez quelque chose. Il faut semer et il y a 2 ou 3 mois de production et ça c'est incompressible. Maintenant, vous imaginez, pendant 20 ans, on n'a pas fait ça. Si aujourd'hui, nous démarrons, il faut d'abord faire les R1, les R2, les bases, les pré-bases, et après faire la multiplication. Et nous croyons qu'aujourd'hui, j'ai dit au directeur de l'ISRA, au passage, que je remercie et se félicite, y compris son président du conseil d'administration. D'ailleurs, hier, les équipes se sont réunies pour finaliser la proposition de la stratégie de la reconstruction du capital semencier. Nous allons mettre des moyens à la disposition de l'ISRA, du directeur de ces équipes, pour nous reconstruire le capital semencier. Et maintenant, pour accélérer ce processus-là, on a même demandé aux agro-industriels et aux Sénégalais, au secteur privé, de nous accompagner pour faire un partenariat public-privé pour accélérer la reconstruction de ce capital semencier-là. C'est vital. C'est comme si quelqu'un qui dirait « je veux conduire une voiture et je n'ai pas de carburant ». On ne peut pas parler d'agriculture sans parler de semences certifiées. Le marché mondial, madame, si vous me permettez, le marché mondial des semences certifiées, c'est 7 milliards de dollars. À part l'Afrique du Nord
et l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne n'est pas dedans. Donc ça explique pourquoi nous importons ce que nous importons. En tout cas, l'autosuffisance en semences, l'autosuffisance alimentaire commence par la reconstitution du capital semencier. Et nous comptons y mettre non seulement les moyens, mais nous comptons mettre le curseur sur l'autosuffisance et la reconstitution du capital semencier. Voilà, Monsieur le ministre, la prochaine campagne agricole, parlons-en. Est-ce que vous avez des prévisions par rapport à cette campagne et où en êtes-vous par rapport aux préparatifs? Par rapport aux préparatifs, d'abord, permettez-moi de remercier le Premier ministre et le Président pour nous avoir donné encore une fois de plus un budget record de 130 milliards. Dans l'histoire du Sénégal, ça n'a jamais été. Au passage, je le remercie. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'introduire ce qu'on appelle le bulk procurement process. Bien que notre objectif, notre souhait, c'est d'arrêter les importations d'engrais. Heureusement que l'UREE le Sénégal est maintenant producteur de gaz, donc on peut espérer très rapidement avoir des usines d'engrais. Au passage, je félicite et je remercie mon collègue Dr Serigne Diop qui est accompagné aujourd'hui avec le Premier ministre pour accélérer la production locale d'engrais en partenariat avec mon collègue Birame Souleye. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit le bulk procurement process pour faire des achats groupés d'engrais. L'urée, par exemple, on va en importer 120 000 tonnes. En faisant seulement du groupage, on a économisé quelque chose comme 600 millions qui retombent dans la poche de l'agriculteur. On a aussi optimisé, renégocié les termes avec les ICS. Sur chaque tonne d'engrais NPK, on va économiser entre 5 000 et 10 000. Donc seulement avec ces innovations-là, l'économie seulement sur les achats vont dépasser les 1 milliard. Ça c'est un. Deuxièmement, nous allons aussi, comme on l'a fait l'année dernière, travailler davantage avec les forces de défense et de sécurité, l'administration locale. Cette année-ci, je compte même y impliquer les maires. Le Premier ministre nous a accompagnés avec 1000 volontaires. Nous comptons aussi utiliser la jeunesse pour s'assurer que le ciblage, la digitalisation étant au rendez-vous. Donc j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, dans les 2 prochaines années, non seulement on va reconstruire le capital semencier, mais aussi avec ce budget record de 153 milliards de francs CFA que nos partenaires de la Banque mondiale et du FIDA nous ont accompagnés à travers le projet FSRP que j'ai officiellement lancé hier. Vous savez que donc je peux dire que l'agriculture sénégalaise a de beaux jours devant nous. Mais je dis souvent, c'est pas l'argent le problème. Il y a des problèmes sociologiques, il y a des problèmes organisationnels, il y a aussi le fait que, vous m'excusez du terme, cette histoire de tong muy dox, il faut que ça cesse. Il faut que nous les Sénégalais, on se mette au travail. Il n'y a pas de raison que des étrangers viennent chez nous, réussissent dans l'agriculture et dans l'élevage, et que nous, jusqu'à maintenant, nous peinons. Maintenant, depuis une douzaine de mois, depuis que je suis arrivé, et je ne sais pas parce que je veux m'autoclamer cette réussite ou pas, ces 12 derniers mois, on a vu un engouement, un grand engouement où les Sénégalais veulent investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais il faudrait le faire professionnellement. On a vu qu'aujourd'hui, les Sénégalais savent cultiver de la pomme de terre, les Sénégalais savent cultiver de l'oignon. Il y a des opportunités d'export sur le continent européen. La France seulement importe 12,5 milliards d'euros en produits horticoles. C'est une opportunité pour la jeunesse. C'est une opportunité pour créer des emplois. Et aujourd'hui, je crois que pour cette campagne qui va venir, non seulement nous allons continuer à accompagner l'arachide et le riz, mais nous allons aussi nous allons commencer à élargir la gamme de spéculations. Il y a une vingtaine de spéculations sur lesquelles on va aussi mettre le curseur. Cette année, c'est aussi une autre innovation. Je veux aussi accompagner les éleveurs à avoir des semences de culture fourragère. Niébé fourragère, ensilage de sorgho, ensilage de maïs, parce que l'expérience a montré qu'à partir du mois de mai, les éleveurs commencent à avoir des problèmes de nourriture. Donc, cette année-ci aussi, nous allons non seulement prévoir un budget pour accompagner les éleveurs dans la formation pour faire des cultures fourragères, mais aussi en semences de culture fourragère, niébé, ensilage de sorgho, de maïs.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'un élément ici un élément qui est fondamental dans le secteur de l'agriculture, c'est la mécanisation. Quelles sont les politiques que le gouvernement compte mettre en place par rapport à cela? Parce que je me souviens qu'il y avait un lancement d'un programme Allo Tracteur pour faciliter l'accès au matériel agricole. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, à votre avis, pour éviter qu'il y ait des cimetières de tracteurs dans la vallée comme par le passé? Très bonne question. Madame, si vous me permettez, ces 20 dernières années, notre pays, avec l'argent du contribuable sénégalais, et vous m'excusez d'utiliser ce mot-là, on a gaspillé plus de 200 milliards de francs CFA. Pourquoi je dis gaspiller? Un tracteur, s'il est bien entretenu, a une durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, les différents programmes d'équipement qui se sont passés, Intermac, le programme des Brésiliens, le programme des Indiens, le programme de Cheikh Amar, etc., les montants d'argent qu'on a dépensés dépassent les 200 milliards. Aujourd'hui, l'état de la mécanisation de notre agriculture, elle est très déplorable. Juste parce que l'État a voulu faire le job du secteur privé. S'il y a une chose que je crois que les gouvernements africains, y compris le gouvernement du Sénégal, doivent apprendre, il y a des choses qui doivent être faites par le secteur privé et l'État est là pour accompagner, l'État est là pour la gouvernance et pas le faire le job du secteur privé. Raison pour laquelle nous ne voulons plus, à travers ma politique et l'exécution du référentiel 2050 avec la vision de son Excellence Président de la République, Premier ministre, nous ne voulons plus acheter des tracteurs. Nous voulons subventionner des heures de service agricole. Et je m'explique. Aujourd'hui, imaginez que je dise à une dizaine, une vingtaine de privés sénégalais qui connaissent c'est quoi la mécanique, qui connaissent les bonnes marques, qui connaissent comment conduire des tracteurs, comment former des jeunes. Ils peuvent se regrouper en GIE, ils peuvent se regrouper en GIE de mécanisation, en société de mécanisation et vendre des heures de service agricole. Par exemple, madame, vous avez un champ de 2 hectares, 3 hectares. Vous n'avez pas besoin d'un tracteur. Vous n'allez pas investir une vingtaine, une trentaine de millions de francs CFA pour aller, parce que c'est des subventions de l'État, on vous donne un tracteur, même s'il y a un joint de classe qui manque, le tracteur est en panne et tout le monde perd. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À l'autre tracteur, vous venez, c'est 1 heure de temps, c'est 2 heures de temps, disons, c'est 25 000 l'heure. Maintenant, vous dites, madame, tu payes 2500, tu payes 500, le reste, c'est de la subvention. Prenons par exemple 1 milliard. Par exemple, 1 milliard de francs CFA, on fait un petit calcul. Hein. 1 milliard de francs CFA, ok, vous le divisez par 25 000, c'est 40 000 heures de service agricole. 2 milliards, 80 000 heures de service agricole. 3 milliards, 120 000 heures de service agricole. Vous imaginez maintenant, et moi, gouvernement, ce n'est plus mon problème, le tracteur il est en panne, il n'est pas en panne, il a marché, il n'a pas marché, ce n'est pas mon problème. Parce que je paye le service rendu. C'est exactement là où nous voulons, dans cette direction où nous voulons. Alors, maintenant, on peut aussi regrouper les jeunes en GIE de mécanisation, faire appel à l'armée, le génie mécanique pour les former, faire appel au lycée de la Fosse, à toutes ces écoles de formation mécanique pour booster aussi la formation professionnelle. Moi, je dis, hein, malgré que j'ai fait un 4 masters, un doctorat, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin d'ouvriers professionnels qualifiés. Bac plus 2, Bac plus 3, et tu es opérationnel. Aujourd'hui, on a de l'eau, on a de la terre. Il suffit juste de faire les vrais investissements en infrastructure agricole pour que le problème soit réglé. Vous me permettez, madame. Aujourd'hui, on a 525 communes rurales. Dans chaque commune, on met une coopérative agricole communautaire de, disons, 200 hectares. 200 hectares, madame, si vous faites le petit calcul, hein, 200 hectares multiplié par 525 communes, multiplié par 14 millions de francs CFA à l'hectare, c'est 1470 milliards. Disons 1500 milliards. Mais ce chiffre vous rappelle quelque chose. Nous importons 1070 milliards. Donc, contre un investissement de 1500 milliards, qu'on peut étaler sur peut-être
sur 5 ans, sur 10 ans, chaque commune du Sénégal, parmi les 525 communes rurales, sera dotée d'une coopérative agricole communautaire, cette fois-ci même on peut dire communale, où il y a 200 hectares avec toutes les infrastructures modernes d'irrigation, des forages, des pivots, des serres à serre, des serres, des gouttes à gouttes, clôturés, sur lesquels on va faire une ferme agroécologique, arboriculture, pisciculture, aviculture, pisciculture, maraîchage, culture de grandes céréales. Mais cette commune se nourrit. C'est exactement ce qu'on a vu avec QFS sur Morolan. Sur Morolan, sur 500 hectares, on a créé, QFS a créé 3000 emplois, 700 emplois en temps plein. Vous imaginez dans chacune des 525 communes rurales du Sénégal, on crée 700 emplois avec la possibilité de créer des journaliers jusqu'à 3000. Est-ce que vous allez voir l'exode rural? C'est exactement là où son Excellence le Président de la République, à travers les coopératives agricoles communautaires, à travers le soutien des partenaires techniques et financiers, à travers la jeunesse, à travers les femmes, à travers le monde rural, c'est comme ça que nous comptons développer et délivrer la souveraineté alimentaire, la sécurité et la souveraineté alimentaire. Pourquoi j'y crois? Il y a de cela 30 ans, 40 ans disons, la Chine importait de la nourriture. Il y a de cela 40 ans, la Corée du Sud était dans la même situation que nous. Il y a de cela 40 ans, 50 ans, l'Inde aussi était dans la même situation que nous. Il y a de cela 10 ans, l'Éthiopie importait du blé. Aujourd'hui, je crois, avec l'amènement de cette jeunesse, la clairvoyance de son Excellence le Président de la République et la vision du Premier ministre, ce gouvernement, ce pays a un rendez-vous historique par rapport à notre nation. Et j'ai l'intime conviction, avec ce que j'ai vu, avec le soutien que j'ai vu de nos partenaires techniques et financiers, le pari est bel et bien possible. Le pari est bel et bien possible. Il faut juste se mettre au travail. Monsieur le ministre, à côté de la mécanisation, on a d'autres défis, des défis liés notamment à la maîtrise de l'eau, notamment pour l'irrigation. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire au moins pour gérer ce problème? D'abord, je suis sûr que vous avez entendu parler du méga projet de l'autoroute de l'eau. Si vous vous souvenez, il y a beaucoup de présidents qui ont essayé, Canal du Cayor, les vallées faciles, mais cette fois-ci, avec le docteur Cheikh Tidiane Dièye, au passage que je remercie et le félicite pour l'excellent travail qu'il est en train de faire, on va prendre l'eau au nord, créer de grands canaux à l'image de ce que l'Égypte a fait, à l'image de ce que le Maroc a fait, à l'image de ce que la Tunisie est en train de faire. Pour maintenant amener l'eau jusqu'au niveau de Thiès, le bifurquer sur Dakar pour les besoins d'alimentation d'eau potable de Dakar, l'amener jusqu'à Touba. Maintenant, cette autoroute-là de l'eau va libérer des centaines de milliers d'hectares. Ces centaines de milliers d'hectares deviennent des terres agricoles exploitables. Ça, c'est le grand projet. C'est le projet des grands transferts d'eau. Je vous ai parlé des coopératives agricoles communautaires. Les coopératives agricoles communautaires, ça va être des fermes de 100, 200 hectares extensibles à 500 hectares avec une maîtrise parfaite de l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on est à côté d'un fleuve ou d'un lac, on le connecte. Dans le cas contraire, on fait des forages. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Au Sénégal, il n'y a pas un endroit où tu creuses plus de 500 mètres où tu n'as pas d'eau. Il y a même des endroits où moins de 100 mètres, tu as de l'eau. Donc, il faut faire des forages. Maintenant, pour optimiser la rentabilité, il faut faire des forages solaires, connectés à la Sénélec, supportés aussi par des groupes électrogènes. Donc, aujourd'hui, des coopératives agricoles communautaires, fermes agroécologiques, maîtrise parfaite de l'eau, avec un bon encadrement des paysans, je crois que le pari peut être. Et aussi la reconstruction du capital semencier, je crois que le pari est bel et bien réalisable. Mais, réalisable, difficile, mais possible. Réaliste et réalisable? Réaliste et réalisable, exactement. Monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur les conclusions du forum de haut niveau tenu la semaine dernière à Dakar concernant ça marquait le 10e anniversaire de la première déclaration de Dakar sur l'irrigation au Sahel. Vous savez, Dakar plus 10
était un rendez-vous où les pays du CILS se sont réunis pour se dire on avait des objectifs pour nourrir la population, on avait des objectifs pour aménager un certain nombre d'hectares, et pour 50 000 raisons, les objectifs n'ont pas été atteints. La lecture que moi-même que je me suis faite, que j'ai fait à travers pourquoi cet échec, et là je lance un appel à l'ensemble des gouvernements en Afrique. Regardez la durée de vie d'un ministre de l'Agriculture au Maroc. Le Maroc, si je ne me trompe pas, pendant 17 ans, ils n'ont pas changé de ministre de l'Agriculture. Plan vert, un plan soutenu d'irrigation, etc., etc. Et vous avez vu aujourd'hui. Madame, est-ce que vous savez c'est quoi la durée de vie d'un ministre de l'Agriculture au Sénégal? Ça ne dépasse pas 2 ans et demi. Il y a certains endroits en Afrique où la durée de vie d'un ministre de l'Agriculture ne dépasse pas 1 an. Ça dit beaucoup de choses. Donc, il faudrait stabiliser les politiques publiques. Deuxièmement, il y a des investissements de base qui sont extrêmement importants pour espérer réussir ce pari-là. Monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, l'irrigation, c'est fondamental. On ne peut pas cultiver sans eau. Donc, il faut une maîtrise parfaite de l'eau, disponible 12 mois sur 12. Il faut faire de la planification agricole. Il faut reconstituer le capital semencier. Il faut former le petit producteur. Il faudrait que l'on arrive à former l'agriculture familiale pour qu'il raisonne en termes de productivité. Parce qu'aujourd'hui, sur une parcelle sur 1 hectare, si je peux faire 60 tonnes d'oignons, multiplié par 200 francs le kilo, c'est combien? C'est pas 12 millions. Sur 1 hectare, aujourd'hui, les rendements de l'arachide atteignent difficilement 1 tonne d'arachide à l'hectare. 1 tonne d'arachide à l'hectare, tu le multiplies par les 305 francs, ça ne dépasse pas 3 500 000. Maintenant, la question est de savoir comment nous devons accompagner, renforcer les formations de nos agriculteurs, de nos éleveurs, pour qu'ils raisonnent en termes de productivité. Et cette productivité va passer forcément par l'optimisation des charges opérationnelles, les charges d'irrigation, les charges de fertilisation, les charges de semences. Et là, sur les intrants, on peut accompagner. Sur la formation professionnelle, on peut accompagner. Mais on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Les statistiques agricoles, il est temps qu'on dise aux Sénégalais la vérité. Vous savez, quand je suis venu, moi j'ai dit à mes équipes, vous me donnez les chiffres tels qu'elles sont. Je ne suis pas là pour faire les chiffres. Les chiffres nous permettent de réajuster nos politiques, de corriger ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on s'est rendu compte avec les rendements, les rendements faibles qu'on a obtenus dans certains endroits comme l'arachide à Kaolack, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être problème des sols, problème des semences certifiées, et tout ça, il faut le corriger. Et c'est dans cette logique de Djoub Djoubal Djoubanti qu'on va corriger ce qu'on va corriger. Les Wolofs disent que amul lu baax le yomb. Joni joni amul fen. Une réussite, surtout agricole, une autosuffisance agricole, ça se planifie. Et c'est dans le temps qu'il faudra faire des investissements stratégiques. Je vous donne un petit exemple. Le riz au nord. Cette année-ci, on a emblavé des périmètres records. Même investir correctement pour que l'eau circule, pour que l'irrigation circule et gérer ces herbes, le TIFA, on a des problèmes. Et pendant 20 ans, vous avez entendu les milliards qu'on a investis dans l'agriculture. Donc il faudrait qu'on ait le courage de dire ça, il faut le faire et il faut le faire tout de suite. Au passage, je remercie le Premier ministre d'avoir dit publiquement que l'agriculture et l'élevage, c'est la priorité de ses priorités. C'est la priorité de ses priorités. Donc, vous savez, moi, ça fait 27 ans que j'ai quitté ce pays. Je suis revenu, j'étais un ancien banquier, j'ai investi moi-même un peu dans l'agriculture et dans l'aviculture. J'y crois à ce pays-là. Nous croyons à ce pays-là.
nous sommes revenus au pays parce que nous voulons servir ce pays et nous sommes gantés d'une extrême bonne volonté, ensemble avec les acteurs, ensemble avec les interprofessions, pour réussir ce pari. Monsieur le ministre, je vous prends au mot. Vous avez tantôt dit qu'il faut dire la vérité aux Sénégalais. Est-ce à dire, dans un passé récent, que les chiffres, en tout cas, qui étaient souvent divulgués par rapport au secteur de l'agriculture, n'étaient pas fidèles? Vous savez, moi j'interroge les chiffres. Quand les gens disent, je me souviens, il paraît qu'il y avait quelqu'un qui avait dit au président Macky Sall qu'on avait atteint l'autosuffisance en riz. Quand quelqu'un te dit une chose pareille, la manière de vérifier si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est d'aller juste interroger les chiffres de la douane. Quand la douane vous dit qu'on importe 1,4 million de tonnes de riz et que quelqu'un vous dit qu'il y a de l'autosuffisance, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a appelé les huiliers, on a appelé les opérateurs qui achètent les graines et on a aussi appelé les exportateurs. Quand on fait la somme de ces trois chiffres-là, est-ce que ça ne doit pas être la production? Plus maintenant, quand je dis opérateurs, y compris les opérateurs de Touba, parce qu'à Touba, les gens consomment beaucoup l'huile de ségale. Quand vous faites la somme de ces quatre chiffres-là, vous ne devez pas être loin de la production nationale, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les opérateurs qui le disent. Ces 5 dernières années, ils n'ont pas collecté 600 000 tonnes. Et pourtant, les gens nous disaient 1,3 million de tonnes. Mais non, je vais vous dire pourquoi les gens avaient tendance à faire ça. Parce que si le ministre peut faire des statistiques à l'encontre qui n'ont rien à voir avec les statistiques faites par les équipes techniques, à savoir l'ANSD et la DAPSA, et ce même ministre, on lui donne un budget pour justifier les intrants, il est jugé arbitre. Raison pour laquelle moi je dis, et vous m'excusez de le dire ouvertement, c'est la première fois dans ma vie que je prends un boulot où je cherche ni de l'argent ni de la promotion. Je veux juste participer d'une manière la plus digne, la plus fair possible à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire de mon pays, tout en créant des emplois. Raison pour laquelle moi je me suis dit, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre m'ont donné une équation. Voici ce que nous importons, essayez-nous de le produire localement tout en nous créant des emplois. C'est exactement ce que je me suis dit. Maintenant, à chaque année, on va réajuster, et mon checkpoint, c'est combien on importe. Mon baromètre, le vrai baromètre pour moi, il faut que je diminue d'une manière considérable les importations en créant des emplois, et en faisant de telle sorte que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais et qu'on crée des emplois. Maintenant, vous avez vu cette année, vous savez, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'expliquer. Madame, si on vous dit que cette année, il y a de la production de pommes de terre et la production d'oignons est record, vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Parce que le prix, il est là. Les comptes partout, vous allez dans les marchés, vous le voyez. Bon, j'ai dit quelque chose qui a beaucoup fait rire au Premier ministre, imaginez maintenant le jour où on fera de telle sorte que la production... Attends, vous avez vu ce qu'on a vu dans les usines de Sonacos, hein? Partout où vous allez, vous voyez ces montagnes d'arachides, comme quand on était jeune, ce qu'on voyait. Donc moi, je me suis dit que les statistiques agricoles, je crois fermement que ça a été manipulé. Maintenant, point n'est besoin de s'attarder sur ça. Pour moi, ensemble, co-construisons ce pays, ensemble, reconstruisons le capital semencier, ensemble, faisons les infrastructures stratégiques. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? L'argent ne manque pas. J'ai trouvé dans mon ministère plus de 320 millions de dollars de budget. Mais malheureusement, 50 000 projets, 50 000 bailleurs qui ne se parlent pas, de l'argent gaspillé à tort et à travers, seulement cette rationalisation va servir le pays. Au passage, je remercie encore une fois le Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement. Ils sont en train de nous accompagner pour faire des strategic delivery units, où on va rationaliser, on va optimiser, pour avoir pour que dans chaque ministère qu'il y ait une seule unité de gestion de projet, et là on va optimiser beaucoup de choses. Regardez seulement avec le FSRP, c'est 153 milliards que l'on peut investir ces 5 prochaines années. On peut faire de belles choses avec. Mais à condition que l'on optimise les maigres ressources que nous avons. Nous ne pouvons pas espérer faire les mêmes choses qu'on a fait pendant 20 ans et avoir des résultats différents. Il
faut qu'il y ait un changement de paradigme. Mais j'y crois. Mais, Monsieur le ministre, selon les chiffres du baromètre que vous évoquez, quel est à ce jour le niveau de réalisation de la souveraineté ou bien de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, concrètement? Peut-être on va parler, parce que tu sais, quand les gens parlent de l'autosuffisance alimentaire, il faut parler spéculation par spéculation. Par exemple, je prends l'oignon. Aujourd'hui, je peux vous dire très confortablement, on a atteint l'autosuffisance en oignon. Mais, il faudrait l'accompagner avec des hangars de stockage. Parce que l'oignon se cultive à un certain moment et il faut le conserver. On a produit, il y en a assez, on a produit presque pour 1 an, 5 mois, 1 an, 6 mois. Mais est-ce qu'on a accompagné cette production-là avec des infrastructures de stockage? Non. Mais un hangar de stockage, tu ne peux pas le construire du jour au lendemain. Il y a aussi les contraintes de la dette. On a trouvé une dette de 18 000 milliards. Nous ne pouvons pas continuer à emprunter. Raison pour laquelle je fais un appel au secteur privé national. Ce pays-là, nous allons le construire ensemble. Il est temps que le secteur privé national investisse dans les infrastructures de stockage. Cette production record de 450 000 tonnes de maïs, si le secteur privé local fait les infrastructures, donc on peut dire qu'en oignon, on a l'autosuffisance alimentaire. Pommes de terre, cette année-ci, on a produit 250 000 tonnes, contre une demande annuelle de 132 000 tonnes. Donc je veux dire qu'en pommes de terre, on a atteint l'autosuffisance alimentaire, mais il faudrait le renforcer avec des hangars de stockage. La banane, on est aujourd'hui 75% autosuffisant en banane. Les 25% qui restent, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être booster la production avec l'accompagnement des paysans en vitroplan, l'accompagnement en infrastructure à travers les coopératives agricoles communautaires. Donc je peux dire qu'entre 2 ans, 3 ans, si on investit comme on doit investir, on va atteindre l'autosuffisance en banane. L'autosuffisance en riz. Pour l'autosuffisance en riz, aujourd'hui, nous importons presque, disons, 1 million de tonnes. C'est 1,4 million de tonnes de riz, mais pour illustrer, disons 1 million de tonnes de riz. 1 million de tonnes de riz, 5 tonnes à l'hectare de rendement, saison contre saison, disons 10 tonnes. Donc il faudrait aménager au minimum 100 000 hectares. 100 000 hectares à raison de, disons, 10 millions de francs CFA à l'hectare, faites le calcul. Tant que nous ne faisons pas ces investissements stratégiques, on a beau parler, on va continuer à importer. Donc, il y a des choses qui sont dures à faire, mais il faut le faire. Raison pour laquelle je dis, et je me réjouis d'entendre son Excellence le Premier ministre dire que la priorité de ses priorités, c'est l'agriculture et l'élevage. Si tel est le cas, il y a des infrastructures stratégiques qu'il faudra impérativement faire. C'est comme dire, je veux aller à Touba, je veux faire 1 heure de temps. Il faut des autoroutes. Ces infrastructures agricoles stratégiques pour moi, c'est incontournable si on va atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Et aussi, madame, créer des emplois pour la jeunesse. Voilà, monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un département qui est quasiment transversal, parce que ça touche quasiment tous les secteurs d'activité. Comment établir des convergences entre les politiques agricoles et celles peut-être industrielles du Sénégal, selon votre conception? Vous savez, cette année, ça c'est une très 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 bonne question, monsieur. Cette année, j'ai signé plus d'une 30aine de conventions de partenariat. Je dis souvent, un gouvernement qui réussit est un gouvernement qui sait courir la course de relais. Je produis, je donne le bâton au ministère de l'Industrie et du Commerce qui transforme et commerce. Je produis, je veux des terres, je vais aller signer des conventions de partenariat avec le ministère des collectivités locales. Je produis, j'ai besoin d'une base productive de paysans qui soient bien formés. Je vais aller nouer des partenariats avec le ministère de la formation professionnelle. Je produis, j'ai besoin d'avoir des financements, et non seulement des financements, mais j'ai besoin de financer le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Je vais signer des conventions de partenariat avec mon ministre des Finances et du Budget. Je produis, j'ai besoin de faire des infrastructures où je vais importer peut-être du matériel, des équipements. Je vais faire une convention de partenariat avec le ministre de l'Économie et des Finances parce qu'il y a des crédits, export.
Je produis, j'ai besoin de temps en temps d'importer ceci et cela. L'air est à la diplomatie économique. Je vais travailler avec le ministre des Affaires étrangères. Donc vous voyez que c'est un tout. Maintenant, je disais souvent à l'Assemblée que la locomotive de la force de production, c'est le secteur privé. Raison pour laquelle nous comptons faire des partenariats publics-privés, installer les privés dans les domaines agricoles communautaires, installer les privés dans de grandes surfaces, faire des GEPAS, les grands périmètres agricoles communautaires. Parce que moi, je crois fermement que les 525 communes rurales, l'agriculture familiale peut nourrir les Sénégalais, mais ce qui va accélérer l'industrialisation du pays, c'est le secteur privé. Raison pour laquelle je crois fortement que l'agriculture industrielle, que le secteur privé, l'agriculture familiale et l'agrobusiness, ce sont ces trois moyens avec le soutien du gouvernement qui va faire que nous allons décoller. Monsieur le ministre, quelles sont les implications des nouvelles dynamiques protectionnistes sur la politique agricole du Sénégal avec la problématique de la hausse des droits de douane inspirée par les États-Unis? Vous savez, je ne sais pas si aujourd'hui, dans le contexte géopolitique mondial, nous devons parler de protectionnisme. Vous savez, et ça je le dis en toute modestie et en toute honnêteté, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui ne subventionne pas son agriculture. Les gens vont nous raconter ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous voyez un agriculteur américain, il emprunte de l'argent à près de 2%, 3%. Au moment où l'agriculteur sénégalais, même après la subvention de l'État, emprunte à 7,5%. Déjà, même avant de commencer, il y a 5% de delta. Leurs accès aux intrants sont subventionnés. Les matériels agricoles sont subventionnés. Et maintenant, on nous dit, laissez maintenant vos petits producteurs qui n'ont pas ces moyens, qui n'ont pas accès à ces financements-là, compétir avec les gros producteurs étrangers. Madame, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? C'est là où se trouve la question. Regardez, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal fait partie des pays qui peuvent fièrement dire en poulet de chair, on est autosuffisant. Le secteur avicole est autosuffisant. Regardez par exemple nos voisins. Ils ont continué à importer des poulets relativement moins chers. Aujourd'hui, le Ghana importe 300 millions de dollars pour acheter des poulets, au moment où le Sénégal est autosuffisant. Donc, il y a un prix à payer. Si nous accompagnons nos petits agriculteurs, nos petits éleveurs, l'agriculture familiale, à être performants, ils peuvent compétir. Regardez le Maroc. Le Maroc est en train de compétir avec la communauté européenne dans les produits horticoles. Nous pouvons gagner ce pays-là, mais il faudrait les accompagner. Monsieur le ministre, la Tabaski approche à grands pas. La hantise de bon nombre de pères de famille, c'est ce mouton qui perturbe un peu le sommeil de ces pères de famille. Excusez un peu de la répétition. La Tabaski de l'année dernière, peut-on dire que ce n'était pas la vôtre? Vous venez juste d'être porté à la tête de ce département. Malgré on l'a réussi. Oui. Maintenant, parlons de celle-ci, qui est bien sûr la vôtre. Qu'est-ce qui est prévu? Vous savez, toute Tabaski est la nôtre. Et vous avez vu, le premier succès de notre gouvernement, ce n'était pas la Tabaski. L'année dernière, il y avait le nombre, il y avait la qualité, il y avait le prix. Cette année-ci, nous venons, il y a de cela 2-3 jours, nous avons organisé une réunion préparatoire pour la Tabaski. Le Sénégal a besoin d'environ 2 millions de moutons pour la Tabaski. Nous en importons peut-être 250 à 300 000. Et cette importation-là, certes, l'idéal serait de le produire localement. Mais moi, je crois intimement, je crois fortement que si nous investissons dans la production, aujourd'hui, au passage, je remercie et je félicite le président Abdoukan, président de l'association des Ladoum. La jeunesse s'intéresse à l'élevage. Les femmes s'intéressent à l'élevage. Le monde rural compte sur l'élevage. Il suffit juste de les encadrer, de les former, de les formaliser et de les financer. Je viens de présider une réunion
pour le renforcement du fonds STAP, le fonds un fonds qui est quasiment dédié à l'élevage, où nous allons booster non seulement le fonds STAP, mais aussi à travers nous allons aussi renforcer le nombre de coopératives agricoles communautaires à orientation élevage dans notre nouvelle politique. Au passage, vous me permettez de féliciter l'ensemble des éleveurs pour l'excellente organisation de la Journée nationale de l'élevage. Et encore, ça aussi, ça fait partie des succès des 12 premiers mois. Hein. Monsieur le journaliste, je sais que vous faites beaucoup d'investigations. Allez demander, faites vos enquêtes. Parmi les 9 éditions passées, quelle est l'édition qui a le plus réussi? Et vous revenez me voir. Je peux fièrement dire que la Journée nationale de l'élevage de Kaolack était la plus réussie de toutes les 9 éditions. On a même eu ce qu'on appelle la déclaration de Kaolack, où les éleveurs se sont réunis, ont formulé une vingtaine de recommandations, une vingtaine de problématiques que nous devons résoudre. Et ça va être exactement les problèmes qui vont définir la stratégie de notre stratégie élevage. Justement, en parlant du ministère que vous dirigez, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, revenir sur les avantages des coopératives agricoles communautaires? Quels sont réellement les impacts que l'on peut attendre de ce programme? Vous savez, il y a de cela 30 ans, 40 ans, nos parents cultivaient avec beaucoup plus de rendement, sans beaucoup de moyens. Parce qu'ils avaient adhéré à des règles très simples d'économie circulaire et de principes de développement durable. Ils prenaient leurs troupeaux, ils les mettaient dans les champs et il y avait le tos et il y avait de bonnes semences. Certes, toutes ces problématiques qu'on avait avec le changement climatique, on ne les avait pas. Ou c'était moindre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons à travers ces coopératives agricoles communautaires? Ça va être des fermes agroécologiques, où il y aura l'agriculture, l'élevage, le maraîchage, l'arboriculture, etc. Mais on va les assister aussi à avoir une maîtrise parfaite de l'eau. Si vous avez l'eau, à travers une bonne intégration agriculture et élevage, principe de l'économie circulaire, développement durable, c'est comme si vous avez une ferme où tout se passe, tout se fait ensemble. Et nous croyons, et nous avons déjà des modèles qui ont relativement bien marché. Hein. Aujourd'hui, par exemple, moi, quand vous venez dans ma ferme, il y a tout. Il y a de l'élevage, il y a de l'aviculture, il y a de l'arboriculture, pour le moment, il n'y a pas de pisciculture, mais pour vous montrer que ce sont les fientes et les fumiers et la bouse de vache qui va nourrir le sol. Après, si la maîtrise de l'eau est là, le solaire est là, les charges de production sont moindres. Si l'agriculture est bien formée et aussi vous le connectez au marché. Madame, aussi, si vous me permettez, il est extrêmement important que l'on éduque nos agriculteurs et nos éleveurs pour penser marché. Parce qu'on ne produit pas pour ensuite penser où on va vendre. On vend d'abord avant de produire. C'est la raison pour laquelle je compte travailler étroitement avec mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce pour faire cette planification agricole. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons vu les prix qui sont vraiment bas. Peut-être on peut aller jusqu'à penser à faire des prix planchers pour chaque spéculation. On le fait déjà pour l'arachide. Pourquoi pas pour l'oignon? Pourquoi pas pour la pomme de terre? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait catégoriser les producteurs, petits producteurs, moyens producteurs et agrobusiness. Et pour chacune de ces catégories-là, avoir un compte d'exploitation prévisionnel et avoir un prix plancher. Mais tout ça, ça demande de l'organisation. Pendant 20 ans, on ne l'a pas fait. Maintenant, corriger tout ça en 12 mois, peut-être impossible. Mais aujourd'hui, ce qui me rassure, et au passage, je remercie les producteurs, les associations d'éleveurs, parce que j'ai vu qu'il y a une dynamique de groupe, il y a un esprit d'équipe, et ça me réconforte. Et ça me motive. Monsieur le ministre, outre votre casquette de ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, vous êtes élu président de la conférence des ministres de la FAO. À quoi consiste votre mission? C'est la 44e session du Conseil des ministres de la FAO. Cela montre le leadership du Sénégal.
Au passage, je remercie son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, et aussi le ministre des Affaires Madame le ministre des Affaires étrangères, et aussi l'ambassade de l'Italie. Nous avons une diplomatie très capable. Aujourd'hui, gagner l'Africa Food System, avoir la présidence de la conférence de la 44e session du Conseil des ministres de la FAO, ça montre le leadership sénégalais. Et nous comptons à travers cette présidence-là, je compte que j'accepte très fièrement et très humblement, mais aussi booster non seulement la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays, mais aussi faire croire aux Africains que c'est bel et bien capable que l'on réussisse à Paris, tout en créant ces centaines de milliers d'emplois que l'Afrique a besoin. Il y avait la déclaration de Kampala, il y avait la déclaration de Brazzaville. Nous importons plus de 100 milliards de dollars. L'Afrique importe plus de 100 milliards de dollars pour se nourrir. Importer autant de nourriture, c'est exporter des emplois. Durant cette présidence, je compte mettre le curseur sur la souveraineté alimentaire, je compte mettre le curseur sur l'importance et la stratégie des coopératives agricoles communautaires. Je me compte mettre le curseur sur la création d'emplois pour la jeunesse. Je compte mettre le curseur sur l'impact des changements climatiques. Je compte mettre le curseur sur le fait que sans une maîtrise parfaite de l'eau, sans une bonne formation professionnelle des agriculteurs et des éleveurs, sans un bon financement du secteur agricole avec un grand A, nous ne pouvons pas réussir. Maintenant, merci à la FAO, merci au FIDA, merci à la Banque mondiale, merci à la Banque africaine de développement, merci à nos partenaires techniques et financiers. Je dis souvent, il y a une vague de jeunesse qui est en train de diriger le Sénégal. Au Sénégal, on a son Excellence le président Diomaye. Botswana, on a le président Dumont. Au Tchad, on a un jeune aussi qui dirige. Ça donne de l'espoir. Cette jeunesse que j'appelle les Global Africans, ce n'est pas des gens complexés. C'est des gens patriotes. C'est des gens qui ont envie de faire bouger les lignes. Et cette jeunesse a bien envie. En tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour libérer de notre pays de ces importations. Dernière question, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez revenir sur le forum sur le système alimentaire en Afrique qui sera prévu en septembre 2025 et qui se déroulera ici à Dakar? Vous savez, si vous me permettez, monsieur le journaliste aussi, ça fait partie des succès. Sur 54 pays, compétir, aller en finale contre le géant nigérian et gagner, bravo aux équipes. Bravo à l'équipe de son Excellence le Président de la République. Nous avons gagné en finale contre le Nigeria. Ça, c'est une très belle victoire. C'est 6500 personnes qui sont des visiteurs internationaux qui sont attendus au Sénégal. Ça dit beaucoup de choses. Nous avons élaboré une trentaine de legacy programmes. Au passage, je remercie le président du conseil d'administration d'Agra. Je remercie Dr Patesen pour tout l'accompagnement qu'on est en train de faire. Nos équipes sont en train de travailler. Une quinzaine, vingtaine de chefs d'État sont attendus. Je compte inviter tous les ministres de l'Agriculture de l'Afrique, y compris nos partenaires internationaux. On est en discussion très avancée avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour exécuter ces legacy programmes-là. Ça va être une très belle rencontre. J'ai taquiné mon collègue ministre de la Jeunesse pour lui dire que l'Africa Food System, c'est un dry run des Jeux olympiques. Parce qu'avoir 6500 visiteurs au Sénégal, c'est un bon business pour le tourisme, c'est un bon business pour les transports, c'est un bon business pour le pays. Les gens disent, hein, minimum, ça peut booster pour quelques milliards de francs CFA de l'économie du pays. Et aussi, ça va nous permettre non seulement ce sont des rencontres avec les partenaires techniques et financiers, avec les fournisseurs, avec le monde agricole, le monde de l'élevage, etc. Monsieur le ministre, on est arrivé au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? D'abord, un grand merci à vos équipes. Se lever, mobiliser toutes vos équipes pour venir faire cette interview. Je vous en remercie énormément. Un appel au secteur privé. Ce pays, nous allons le construire ensemble.
Notre gouvernement est ganté d'une très bonne volonté. La vision de son Excellence le Président de la République est très claire. Le curseur, on l'a mis sur les bons endroits. L'agriculture et l'élevage, la transformation de nos ressources locales, minières comme autres. Nous comptons co-construire ce pays avec la jeunesse, créer des opportunités pour les jeunes et les femmes, diminuer d'une manière drastique la pauvreté rurale, renverser l'exode rural, nourrir les Sénégalais par les Sénégalais, produire aux Sénégalais ce que nous consommons, c'est exactement ce que nous comptons faire. Et le gouvernement seulement ne peut pas le faire. Nous comptons travailler avec le secteur privé, avec leurs partenaires techniques et financiers, avec les partenaires techniques et financiers, avec toutes les causes sociales du pays, toutes les communautés. Je me réjouis, malgré, on n'en a pas parlé, mais je me réjouis de quelque chose que j'ai vu. La communauté chrétienne, les éleveurs de porc se sont réunis et m'ont présenté la stratégie nationale. Ça, c'est une nouveauté. Et on les implique dans tout ce que nous faisons. Pour vous dire qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de dëkk. Tarixa yëpp ñoo bokk dëkk bi. Couche sociale yëpp ñoo bokk dëkk bi. Te gëm naa ne son excellence le président de la République ak premier ministre bi dëgg bi ñu dëggu bëgg bi ñu bëgg koy xoolal 12 mois ngi nii ñoo ngi liggéey kenn amul benn ministre bu jël congé man mii di wax ak yow damay liggéey 17 heures par jour presque 7 jours sur 7 mais ndax loolu dëgg bi daf ñu ko jaral en tout cas nañu ñaanal son excellence président de la République ñaanal premier ministre bi ñaanal réew mi jàmm am fi te man njortu naa ne Sénégal bii ma gis man am naa ci yaakaar nawet bii ñuy jëm tamit yàlla nañ commencé bismillahi rahmaani rahim egli ci alhamdulillahi rabbil alamin man nag en tant que ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage sama yéene ci réew mi lool for na lool lu ma man ak lu ma man dinaa ko deful lu ci dëng yàlla na ma yàlla dimbale ba ma teel ko jubanti ànd ak ñi ma ko war a àndal mais li booy di wax damay dem ba jeex je vous remercie. Jërëjëf monsieur le ministre, c'est sur cette note d'optimisme que prend fin cet entretien. Docteur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. L'agence de presse sénégalaise vous remercie. Rendez-vous est pris très prochainement avec notre invité. Mais d'ici là, restez scotchés et connectés sans jamais vous déconnecter sur les différentes plateformes de l'agence de presse sénégalaise pour vous informer. Merci à vous.